Cet atelier t'est présenté par l'École des médiums. Bonjour, je suis Céline Simonet-Lafont, la fondatrice de l'École des médiums, un accompagnement initiatique en ligne pour aider les hypersensibles à développer et utiliser leur perception grâce à leur rituel unique. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir notre univers sur notre site internet l'écoledesmédiums.com. Je te laisse tout de suite avec notre invité du jour. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, c'est une promesse, c'est pas une injonction. C'est l'idée de se dire que oui, on a envie d'oser le bien-être menstruel, on a envie de considérer que c'est possible de kiffer ces fluctuations, ce cycle. Et c'est pas forcément ce qu'on nous a enseigné. Alors, tout dépend dans la famille dans laquelle on était, tout dépend de ce qu'on nous a transmis. Mais globalement, il y a une transmission qui est plutôt l'idéal linéaire. Et moi, ce dont je suis venue vous parler ce soir, c'est qu'il y a peut-être un autre idéal qui peut se présenter à nous, hommes comme femmes d'ailleurs, parce qu'en réalité, nous sommes toutes et tous des personnes cycliques, puisque tout le vivant est cyclique, bien au-delà du cycle menstruel lui-même. Après, moi, je suis passionnée des cycles en général, mais en fait, ce que je vais vous présenter sur le cycle menstruel, on va le retrouver sur tous les autres cycles de la vie autour de nous. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle, qui est juste derrière moi, mais qui est un peu flou parce que le soir, avec la lumière, il a un peu du mal à s'afficher. Et je propose des programmes en ligne qui permettent de se réconcilier avec son cycle. Et puis, quand il y a des déséquilibres, eh bien, d'aller les rééquilibrer. Donc, voilà un petit peu pour les présentations. On va peut-être passer au vif du sujet de ce qui peut vous intéresser aujourd'hui. Pour que tu saches, Gaëlle, je ne sais pas si elles sont présentes là, mais je sais qu'il y a plusieurs élèves de l'école des médiums qui m'ont dit « Ah, mais justement, je suis le programme de Gaëlle ». Donc, on a aussi des, je ne sais pas comment tu les appelles, des kiffeuses de cycle. Des surfeuses. Donc, oui, je suis là, c'est Julia. En effet, j'ai Julia. suivi Kiffe ton SPM et là, je suis Kiffe ton cycle. Voilà. Ah oui, donc je suis surfeuse intégrale alors du coup. Je suis très fan. Ah génial, bah écoute, merci beaucoup d'être là et merci de le dire. Ça fait toujours super plaisir, moi ça me met une super énergie pour démarrer avec vous. Alors effectivement, celles qui participent à nos programmes sont les surfeuses parce que je vais vous parler un petit peu de la métaphore que j'ai découvert et que je transmets aujourd'hui, qui est que alors pour vous dire, pour situer géographiquement, j'aime bien moi me situer géographiquement pour que vous sachiez un peu, parce que c'est vrai que cet espace numérique, il est un peu, voilà, on peut être partout en même temps. Et moi, j'habite Rennes, en Bretagne, et mes racines sont en Bretagne. Mes grands-parents étaient de Brest. Voilà, j'ai vraiment mes racines en Bretagne. Et donc, l'océan est une grande source d'inspiration pour moi. Et un jour, je me suis dit, mais c'est vrai que le cycle menstruel, mais tous les cycles, ressemblent un petit peu à l'océan, en tout cas aux vagues de l'océan, qui viennent comme ça nous traverser les unes après les autres en fonction de la durée du cycle. Et alors, quand on parle du cycle menstruel, il faut savoir qu'il y a à peu près entre 400 et 500 vagues qui vont nous traverser dans notre vie. C'est pas un petit nombre. On nous le dit rarement, ça, quand on est jeune. Donc, 400 à 500 fois, on va avoir cette vague qui va venir nous traverser. Et assez globalement, la société nous propose de se prendre la vague dans la tête. Celles qui ont une vaguelette, coup de chance. Celles qui ont un tsunami, désolé pour vous. Et puis, on se prend la vague dans la tête un petit peu comme on peut, de préférence en silence, parce qu'on parle d'une zone taboue. Donc, surtout là, on ne va pas s'épancher en société, on garde bien ça pour soi. On reprend notre respiration un petit peu comme on peut. Et puis ensuite, la vague suivante arrive. 400 à 500 fois dans une vie. Donc, effectivement, il y a celles qui vont vivre une petite vaguelette, il y a celles qui vont vivre un tsunami, puis il y a celles qui vont alterner parce que le cycle menstruel est ainsi fait qu'il est un peu un révélateur de ce qui se passe dans nos vies. Et donc, on peut vivre des petites vaguelettes jusqu'au jour où on a un choc psychologique ou alors une grossesse ou alors un décès de quelqu'un de proche dans notre vie, enfin, quoi que ce soit qui nous arrive. Et puis, d'un seul coup, on se met à se prendre des tsunamis dans la tête et on n'était pas prévu, on n'était pas prévenu et on ne comprend pas ce qui nous arrive.
Donc ça, c'est la proposition un peu classique de la société. Puis les médecins ont trouvé une autre solution, c'est de dire, bah, si vous en avez marre de vous prendre des vagues dans la tête parce que ce n'est pas confortable, vous prenez la pilule magique qui règle tous vos problèmes en un seul petit comprimé tous les jours qui permet de bloquer le cycle menstruel. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, je ne suis pas, d'un point de vue idéologique, anti-pilule. Loin de là même, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est important de savoir ce que ça fait. Et si on la prend uniquement pour bloquer la vague, ben, ce n'est pas la même chose que de la prendre pour une raison contraceptive, qui est tout à fait légitime de fait. Mais voilà, quand on bloque la vague, quelque part, on bloque l'information qui nous arrive. Mais alors, on fait quoi avec ça? Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il était possible d'utiliser cette énergie pour la surfer. C'est pour ça que celles qui sont dans Kiffe ton cycle, aujourd'hui, je les appelle les surfeuses, parce que c'est avoir appris à surfer cette vague, cette énergie, et utiliser cette énergie à notre profit pour faire une session de surf absolument géniale, mais aussi pour vivre sa vie et pour réaliser nos projets grâce à ces fluctuations d'énergie en s'appuyant sur elles plutôt que de lutter contre elles. Je vous l'ai dit un petit peu en introduction, je vous parle du cycle menstruel, mais en réalité, si vous regardez les fluctuations dans la vie, on en a, par exemple, on n'a pas la même énergie en hiver qu'en été. Là, moi, je sens qu'on rentre dans l'automne, je sens que je suis un peu plus fatiguée, j'ai un peu plus envie de rentrer sous ma couette. Donc, on sent déjà ces fluctuations sur les saisons. On voit aussi que, par exemple, à l'échelle d'une vie, on n'a pas du tout la même énergie à 20 ans qu'à 40 ou qu'à 60, qu'à 70. Vous voyez, les énergies fluctuent et tout ça est complètement normal. C'est le cycle de la vie. Si on rassemble un peu plus l'échelle, on va voir qu'à l'échelle d'une journée, on n'a pas non plus les mêmes énergies. Et même si on regarde notre semaine, le lundi, on n'a souvent pas tout à fait la même énergie que le vendredi. Et tout ça est complètement normal. Et c'est vrai que dans la façon de transmettre les choses, dans cette société productiviste qui aimerait qu'on soit à l'égal un jour après l'autre, exactement comme le sont des machines qui fonctionneraient 24 heures sur 24 sans se poser de questions, eh bien, dans cette société, on a oublié de nous transmettre que ces fluctuations, elles étaient intéressantes. Et non seulement on a oublié de nous le transmettre, mais en plus, on a piraté le game. Vraiment. Moi, avant, je me présentais comme hackeuse dans le sens hacker du cycle menstruel parce que je considère qu'on nous a piraté. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous présente qu'il y a des moments où on est une femme bien et il y a des moments où on nous présente qu'on est une femme pas bien. Et je vais vous en parler de ça. Et en faisant ça, ça fait qu'il y a des moments où on s'aime dans ces fluctuations et puis des moments où on ne s'aime pas. Et ça fait que on est un peu comme dissocié. Et c'est ça l'idée de Kiffe ton cycle, c'est de retransmettre les informations pour revenir intégralement dans sa pleine puissance à tout moment. Alors, ce que je vais vous proposer, si vous le voulez bien, c'est de commencer par vous présenter les différentes phases du cycle. Parce que ça va me permettre ensuite de partir sur justement les moments où on a plus tendance à s'aimer et les moments où on a moins tendance à s'aimer. Alors, j'ai au-dessus de la tête le mot surf. Est-ce que vous le voyez, le mot surf qui est au-dessus de ma tête? Eh bien, il va nous servir d'aide-mémoire. Parce que moi, j'aime bien. J'ai une mémoire qui n'est pas évidente, donc j'essaye d'aider la vôtre au cas où vous ayez la même que moi. Et donc, il va nous servir un petit peu d'aide-mémoire parce que les 4 lettres du mot surf représentent assez facilement les 4 lettres, les 4 phases dans lesquelles on passe pendant notre cycle menstruel. Alors, la première lettre, c'est le mot S, enfin, c'est la lettre S pour le mot superwoman. Vous savez, ce moment où vous sentez que vous avez énormément d'énergie, où l'énergie remonte à fond, ça va être la période entre les règles. Donc, les règles, en général, sont terminées. On sent que l'énergie remonte comme ça et avant l'ovulation. Donc, dans cette période qui est dominée par les œstrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Donc, c'est vraiment une période où, voilà, Superwoman, elle coche les to-do list sans aucun problème, elle fait plein de choses. Moi, je soupçonne cette phase d'être à l'origine du fait qu'aujourd'hui, on dise que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps. Alors oui, mais seulement en mode Superwoman, pas forcément dans les autres phases. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette sensation d'être capable de faire plein de trucs en même temps. Ensuite, on va passer dans la période de l'ovulation. La période de l'ovulation, on va vivre un pic d'œstrogène, mais aussi un pic de testostérone. Ça, c'est un petit peu moins connu. Et ce pic de testostérone va augmenter notre confiance en nous et notre envie d'aller vers le monde. Et donc, c'est le U pour ultra sympa.
Alors, par exemple, moi, c'est le moment où je vais me retrouver à la caisse d'un supermarché avec ma fille qui me montre un cerceau violet made in China en plastique et je vais dire « Oh bah oui, pourquoi pas ?» Alors que tout le reste du temps, j'aurais dit « Mais ça va pas, jamais de la vie, je t'achète ça. » Donc voilà, donc ma fille a réellement dans sa chambre un cerceau violet en plastique avec des étoiles dessus et qui fait du bruit parce qu'elle a su me le demander à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une période dans laquelle on va plus nourrir les relations, donc plus avoir tendance à dire oui aux autres, aux interactions sociales, à faire plaisir, que de revenir à nous quelque part, parce que c'est vrai que moi, avec mes valeurs et ma façon de voir les choses en matière de consommation, c'est pas trop mon truc, les trucs en plastique made in China. Donc, vous voyez, ça, c'est la période ultra sympa, c'est la période de l'ovulation. Bah, c'est aussi que le corps a très envie qu'on soit aussi en mode ultra sympa, parce que lui, ce qu'il veut, c'est se reproduire. Même si vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai une ligature des trompes, donc je veux absolument pas me reproduire, mais mon corps continue à chaque fois de se dire « Ouais, on va y aller !» Voilà, c'est comme ça. J'ai beau lui expliquer, hein, j'ai tenté, mais voilà, il continue. Et puis ensuite, on passe dans la période prémenstruelle. Alors là, c'est le R. La période prémenstruelle, c'est la période qui précède les règles, entre l'ovulation et les règles. Et donc, c'est la lettre R et je vais vous proposer de vous à vous-même de vous poser la question, pour vous ou pour les personnes que vous connaissez si vous n'êtes pas menstrué, de savoir, quand je vous dis prémenstruel et R, quel est peut-être le mot qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez peut-être même le noter dans le chat, ce qui nous permettrait de voir un petit peu quels sont les mots qui peuvent venir à l'esprit. Râleuse, réaction, on va voir s'il y en a d'autres. Alors, le temps que vous écriviez, j'allais retourner voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette période-là. Dans cette période-là, on a des œstrogènes, un petit peu encore, qui remontent, mais on a surtout de la production de progestérone. Et les œstrogènes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps, et la progestérone fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps. Donc, vous vous imaginez au volant d'une voiture automatique, avec un pied sur la pédale d'accélérateur, un pied sur la pédale de frein, et vous tentez d'avancer comme ça. C'est à peu près ce qu'on vit dans la période prémenstruelle, c'est-à-dire des phases où on va avoir beaucoup d'énergie, des phases de recroquevillement et parfois un espèce de conflit entre les deux. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez dit. Hop, je vais remonter. Donc, on avait râleuse, réaction, ronchon qui est revenu encore, respiration, rythme, renfermé, irrité, rude, rugissement. Ok, alors moi, j'ai utilisé le mot redoutable, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon mot. Choisissez vraiment le mot qui vous est venu à vous, puisqu'il est le plus représentatif que ce que moi je vous dis. Donc, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à présenter l'acronyme de SURF, le R, c'était Rambo, vous voyez, le mien. Voilà, il a un peu évolué vers redoutable. Redoutable parce que j'aime bien, je trouve qu'il montre aussi, redoutable, ce n'est pas forcément connoté de quelque chose de négatif. Redoutable, c'est cette personne qui est capable de repérer tout ce qui ne va pas et de pouvoir dire, OK, on fait les choses, on met les choses en place pour que ma vie soit en cohérence avec ce que je souhaite. Et donc, je suis redoutable pour repérer tout ce qui ne me convient pas dans la vie. Donc, voilà ce qui se passe dans la période prémenstruelle. Et puis ensuite, eh bien, toutes les hormones descendent, puisque le corps est informé, ça y est, qu'il n'y a pas eu de grossesse. Hein, et donc, toutes les hormones s'écroulent pour libérer l'endomètre. Et donc, c'est la période des règles. Et la période des règles, c'est la dernière lettre. Et c'est le F. Alors, je ne me suis pas beaucoup foulée, mais c'est le F de fatigué. Voilà. Parce que c'est effectivement une période qui nous amène, qui nous invite, j'ai envie de dire, au ressourcement et au retour à soi, à la tranquillité, et où tout s'apaise. Donc, voilà un petit peu pour les 4 phases du cycle. Donc, Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatigué. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de ce qui peut arriver parfois dans notre vie. Et on ne se rend pas compte de comment on a piraté le game. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et dites-moi sincèrement, parce que ça peut ne pas vous être arrivé. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire une chose avant qui est essentielle. Ce que je viens de vous présenter, ce sont des caricatures. Ça ne veut pas dire que vous êtes en permanence dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes piloté par vos hormones. Loin de là. On a les hormones qui nous influencent, mais on a aussi les autres cycles en fonction de la saison, de où on en est dans nos projets, de l'humeur du jour, etc. On n'est pas piloté comme une télécommande par nos hormones. C'est hyper important de vous le dire. Et on a aussi toutes des réactions différentes
en fonction de notre vie. Donc là, je vous ai présenté des phases un peu caricaturales. L'invitation que je vais vous faire dans tous les cas, c'est de revenir à vous et de vous dire qui je suis moi. Par exemple, moi, avant de faire ma ligature des trompes, j'avais très très peur de tomber enceinte. Et bien dans la période ultra sympa, mais j'étais pas du tout ultra sympa. J'étais très en réaction et très en colère. Parce que quelque part, ça venait réveiller chez moi le risque à ce moment-là, si j'étais ultra sympa, d'avoir un enfant. Vous voyez? Donc, c'est super intéressant de voir qui je suis moi vraiment dans ces phases, plutôt que de vouloir coller à un dogme que je vous ai présenté ce soir, qui n'est qu'une caricature, d'accord? Et vous n'êtes absolument pas des caricatures. Donc ça, c'est déjà important pour moi de le poser ici. Et Ensuite, j'aimerais donc, bien, si tu oui, m'y vas-y, je autorises, t'en j'aimerais bien ajouter aussi quelque chose, Gaëlle. C'est Bien sûr. que je vois bien dans les posts du vendredi là, que je fais toutes les semaines et sur lesquels je vous invite à me dire où vous en êtes dans l'école des médiums. Des fois, je me dis quand on se sent justement fatigué ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait ou on se dit par rapport à telle autre personne qui a telle perception et moi, ça ne marche pas. Et on a tendance à chercher toujours des explications, enfin souvent, vu qu'on est dans l'école des médiums, des explications énergétiques, ésotériques, spirituelles ou autres, alors qu'en fait, parfois, on peut revenir à la simple réalité de notre corps d'être humain et de ce qui se passe en fait à l'intérieur de notre corps. Donc c'est pour ça aussi que c'était très important pour moi qu'on ait cette conférence ce soir. C'est que pour vous puissiez aussi relativiser toutes les expériences que vous vivez au sein de l'école, bien sûr toutes vos expériences au sens large dans votre vie, mais en particulier au sein de l'école, en ayant aussi voilà, cet autre regard de je vous invite voilà, à observer où vous en êtes dans le cycle selon comment vous vivez les expériences qui vous sont proposées dans l'école. Et peut-être que vous allez voir qu'en fait, il y a des liens. Et du coup, ah ouais, mais en fait, c'est juste mon corps, quoi. Voilà. Ah, mais tout à fait, je suis tellement d'accord avec ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des allers-retours en permanence entre les messages du corps qui sont réellement des messages physiologiques et puis comment ça nous impacte émotionnellement et comment on réagit. Et c'est ça qui est super, c'est ça qui est absolument passionnant. Alors justement, qu'est-ce qui peut se passer émotionnellement? Il peut arriver certains jours, vous allez me dire si ça vous arrive aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, que je me sente en pleine forme, en pleine énergie. Et alors, je démarre ma journée sur les chapeaux de roue, je commence plein de trucs, je me mets à faire plein de choses et tout, donc vraiment beaucoup d'énergie. Et arrive le soir, alors j'ai à peu près 50 onglets ouverts sur mes différents navigateurs d'ordinateur et je me dis, mais j'ai pas avancé beaucoup finalement. J'ai pas fait grand-chose. Concrètement, je suis pas allée au bout de grand-chose et j'ai pas fait grand-chose. Alors, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Dites-le moi un petit peu ou faites-moi signe. Ouais, je vois qu'il y en a quelques-unes qui disent que ça leur arrive aussi. En fait, ah oui, papillonner, nous dit Natacha, c'est juste horrible. Alors voilà, on va aller explorer ce qui se passe. Donc en général, on est dans une énergie, l'énergie de Superwoman quand on a beaucoup d'énergie. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut se sentir dans l'énergie de Superwoman à un autre moment de notre cycle. Et on s'en fout, on a raison. Hein. Si on est dans l'énergie Superwoman, on est dans l'énergie Superwoman. On ne va pas se dire, ah bah non, hein, je ne devrais pas être comme ça aujourd'hui. Non, mais c'est important pour moi de le poser. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens aujourd'hui. C'est pas l'énergie, je fais pas mon dosage hormonal tous les matins. D'accord? Donc, je me sens dans cette énergie et effectivement, j'ouvre plein de choses et je ne vais pas au bout des choses. Je ne construis rien et je suis déçue à la fin de ma journée de ce que j'ai pu quelque part dissiper cette énergie alors qu'elle était là. Bien souvent, ce qui s'est passé, c'est que la société ne nous a pas trop appris, globalement, dans la plupart des familles, à accepter les temps de repos comme des temps pertinents. Donc, juste avant Superwoman, je vous rappelle, on était dans la zone fatiguée. Sauf qu'on est d'accord, entre nous, on est des femmes géniales, des hommes géniaux, on a plein de trucs à faire et on n'a vraiment pas que ça à faire de s'arrêter. OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la zone fatiguée, quand on se sent plus fatigué, quand on est appelé à se poser, c'est un moment effectivement de ressourcement, mais c'est aussi un moment de planification. C'est aussi le moment où on se dit, OK, il faudrait faire ça, 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 dans cet ordre-là.
Sauf que, comme on ne se pose pas, parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas se poser, qu'on est une grosse feignante si on se pose et qu'on ne va jamais rien faire de notre vie, etc., eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec beaucoup d'énergie, mais rien n'a été planifié. Alors, je vais vous donner un parallèle qui m'a été transmis un jour et que je trouve absolument génial, qui est la construction d'une maison. En fait, c'est un petit peu comme si sur notre chantier de maison, il y avait en même temps l'architecte en train de faire les plans, qui était en train de discuter avec le maçon de savoir est-ce qu'on met la porte là, mais non, finalement, on va la mettre là. Ah ben non, attends, si on se met là, ça sera un peu mieux. Vous voyez le problème? La maison ne va pas se construire très, très vite. C'est ça qui se passe quand on n'a pas accepté de prendre du recul, du repos et de faire nos plans, mais sans faire, sans agir dans la zone de ressourcement. Eh bien, on arrive dans une zone avec plein d'énergie et on a notre maçon et notre architecte qui discutent, qui taillent la bavette sur notre chantier. Alors que si l'architecte avait fait les plans avant, qu'il avait transmis les plans au maçon et que le maçon n'avait plus qu'à exécuter, à la fin de la journée, on serait super efficace. Vous voyez, quand je vous parle de piratage, c'est ça le problème. C'est que c'est complètement dingue dans cette société qu'on nous ait dit, en gros, dormir, c'est pour les feignants, mais on nous le dit souvent, hein, les politiciens se targuent de dormir 3-4 heures par nuit. Enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça honteux. Moi, je n'avais jamais vu ma maman se poser sur le canapé de la maison avant le film de 20h30 tous les soirs. Moi, je rentre à la maison régulièrement, ma fille me trouve sur le canapé, quoi. Donc voilà, il y a cette chose-là. Et donc là, c'est déjà le premier piratage qu'on a un peu l'habitude de faire, c'est de dire les femmes, les hommes aussi, en ceci étant, doivent être en action en permanence. Et donc, les moments d'inaction sont des moments perdus. Ben non, parce que quand l'architecte est en train de faire les plans, il est inactif. Quand l'architecte est en train de se demander quelle est ma vision de la maison, comme vous pouvez vous demander à certains moments quelles sont la vision de vos projets, ben vous êtes, pour le monde qui vous observerait, inactif. Alors qu'en réalité, vous êtes juste en train de projeter quelque chose, mais qui n'est pas là dans la matière aujourd'hui, mais qui va se réaliser grâce au fait que vous l'ayez pensé à un moment. Donc voilà, la première zone de piratage, c'est la zone où on est fatigué et où on ne s'autorise pas nécessairement à se ressourcer. Le deuxième problème de ce manque de ressourcement, c'est qu'en ce moment, on vit une épidémie de burn-out. Moi, j'y suis passée, donc je peux vous en parler. Je pense que je ne suis pas forcément la seule, parce que quand on est 20 dans une pièce, en général, on a un petit échantillon de personnes qui sont passées par là. Voilà, c'est parce qu'on ne nous a pas appris que le ressourcement, c'était non seulement OK, mais surtout nécessaire à réaliser de grands projets. On ne peut absolument pas réaliser un grand projet en tirant sur la corde tout le temps. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Et encore une fois, ça sert en plus au fait qu'on soit efficace quand on a de l'énergie. La deuxième zone de piratage, c'est quand on est ultra sympa. Donc, ultra sympa, ça socialement, c'est cool. Parce que c'est vraiment l'archétype de la femme mère qui prend soin, qui nourrit les relations avant de se nourrir elle-même, qui fait attention aux autres, qui dit oui, etc. Sauf que, et ça, moi, je trouve ça génial, moi, le mode ultra sympa, j'adore aussi. Sauf que si je vivais ma vie en permanence en mode ultra sympa, et malheureusement, c'est un peu comme ça qu'on est parfois conditionné, eh bien, à la fin de ma vie, je risquerais de me retourner sur ma vie et de me dire « Waouh, j'ai un peu vécu une vie à côté de mes pompes quand même. » À quel moment je me suis demandé qu'est-ce qui me plaisait à moi? Parce que c'est bien beau de nourrir les relations, mais quand est-ce que moi, je me suis nourrie moi? Et puis l'autre problème de ça, c'est que ça nous rend dépendantes affectives. Parce que si on est tout le temps très sympa et si on nourrit toujours les relations et qu'on ne se nourrit pas soi-même, on est dépendant de la relation. Et donc, le deuxième piratage qui nous a été transmis, c'est que quand on est en mode redoutable, en fait, on revient à nous-mêmes. C'est comme un rééquilibrage. Quelque part, on a peut-être trop dit oui dans la période ultra sympa. Eh bien, on revient à nous-mêmes et on dit « Ok, de moi-même, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Et là-dessus, la société nous a posé des mots comme hystérique, qui vient du mot utérus, comme chiante, parce que je le pose, parce qu'il est quand même très régulièrement posé. Ces petites phrases du style « elle a ses règles » ou « elle va avoir ses règles », des choses comme ça. Donc en fait, la colère des femmes, les femmes qui s'expriment en disant « ça ne me convient pas, je veux que ça change », est très dévalorisée dans notre société.
Et donc, on a tendance à intérioriser les choses pour pas que ça sorte. Sauf que notre corps est super bien fait. Si on les bloque à l'intérieur, à un moment, ça fait cocotte minute. Et l'action combinée de la progestérone et des oestrogènes, au moment de la chute de ces deux-là, va nous faire ne plus tenir la pression dans la cocotte minute. Et donc, ça va exploser. Le problème de cette explosion-là, c'est que, alors en Bretagne, on dit ça part en distribile, ça part en cacahuète, quoi. C'est le bazar. Et le problème, c'est que ça vient du fait qu'on ait retenu les choses. Et nous, quand ça part en distribile, qu'est-ce qu'on fait? On se culpabilise parce qu'on se dit nous-mêmes qu'on a été trop loin, qu'on est parti, on a vraiment fait un peu too much, quoi. Là, c'est bon. Et donc, on se culpabilise. Et donc, on ravale nos trucs en disant non, c'est vrai, tu as raison, c'est moi qui suis partie trop loin. Bon, de toute manière, je vais avoir mes règles dans 2-3 jours. Laisse tomber, oublie. Sauf que quand on fait ça, on se pirate nous-mêmes. On se pirate nous-mêmes parce que le message était vrai. Peut-être que la forme n'était pas très juste parce que le corps est obligé de nous faire un truc énorme pour qu'on sorte, qu'on crache notre valda quelque part. Donc, la forme est peut-être pas très juste et c'est là où on peut apprendre. Et quand on apprend à surfer son cycle, on apprend aussi cette forme-là, comment faire pour que ça sorte moins comme ça, tout de travers. Mais le fond, il était vrai. Il y avait bien un problème. On n'invente pas des problèmes en période prémenstruelle, hein. Ils se révèlent à nous. Et donc là où on nous a appris à pirater les choses, c'est qu'on nous a dit, quand tu dis les choses telles que tu les penses, tu n'es pas une bonne personne. Ça ne nous va pas, nous, la société. On va te rabaisser par rapport à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ça m'a vraiment marqué. Il y a eu ce débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, où il n'arrêtait pas de lui dire « mais ne vous énervez pas, Madame Royal ». Et on voit bien à quel point, quelque part, s'il arrivait à la faire sortir de ses gonds, il avait gagné. Il n'a fait que chercher ça, en fait. Parce que la colère des femmes est terriblement mal vue dans la société. Ça nous rapporte à toute cette notion d'hystérique, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà de repérer ce piratage-là, qui est que tout au long de notre cycle, on va collecter nos petits cailloux de choses qui ne nous conviennent pas. Donc, par exemple, je suis en mode superwoman et puis il y a un dossier au travail qui n'avance pas. Je vais le récupérer. Allez, je vais faire, j'ai l'énergie. Je suis en mode ultra sympa et puis il y a des chaussettes sales qui traînent. Les enfants n'ont rien mis dans le panier à linge, etc. Allez, je les aime beaucoup. Ils sont gentils. Je vais leur faire ça pour eux. Hop. Mais pendant ce temps-là, moi, à chaque fois que je collecte des petits cailloux de trucs qui ne me conviennent pas parce qu'au fond, ça grince un peu que je fasse tout ça. Et donc, quand j'arrive en mode redoutable, je déverse ma collecte. Donc, moi, la proposition que je peux vous faire pour arrêter d'arriver dans cette zone où quand on déverse notre collecte, on se sent culpabilisé, c'est d'accepter de redonner à chacun ces petits cailloux au fur et à mesure du cycle, même si ça ne vient pas nous chercher émotionnellement. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais, moi, vous dire sur la façon dont on peut un peu pirater ces compréhensions du cycle. C'est-à-dire qu'en nous ayant fait penser qu'en mode redoutable et en mode fatigué, on n'est pas une bonne personne, on se retrouve à lutter contre nous-mêmes. On se retrouve à perdre de l'énergie énormément. Et on se retrouve aussi à avoir l'architecte et le maçon en même temps sur le chantier quand on a de l'énergie, et donc à être beaucoup moins efficace et efficiente dans nos projets. Donc, si on remet les choses dans l'ordre, on va dire, en mode superwoman, on est dans l'action. On est dans l'action et on réalise des choses. En mode ultra sympa, on est dans la communication sur nos projets. Je viens de passer à l'action, je viens de faire plein de choses, je vais pouvoir communiquer sur tout ce que j'ai fait et je vais pouvoir interagir avec les autres, aller chercher des partenaires, faire en sorte de ne pas rester toute seule dans ces projets. Ensuite, en mode redoutable, ça va être le moment où je vais repérer tout ce qui ne va pas dans mon projet, dans ma vie, dans ma façon de fonctionner. Je vais être redoutable pour faire l'audit de tout et de mes projets en particulier. Et puis, en mode fatigué, ça va être un temps de ressourcement suivi d'un temps de planification pour pouvoir repartir à l'action. Et quand je vous dis ça comme ça, je ne sais pas si vous voyez que c'est un peu la gestion de projet idéale, en fait. C'est planification, action, communication, audit et de nouveau, ressourcement et planification. On est vraiment dans une gestion de projet absolument géniale. On a ça à l'intérieur de nous. Donc, on a un chef de projet qui est dispo pour nous accompagner sur tous nos projets H24 gratuitement, qui nous est fourni par la nature et qu'on a appris à pirater.
Donc, c'est de ça dont moi, j'avais envie de vous parler ce soir. Du coup, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition maintenant. Je vais regarder un petit peu peut-être dans le chat. Si Céline, tu as des questions aussi, Oui. n'hésite pas. J'allais commencer, voilà, en attendant que vous puissiez vous-même surtout poser vos questions dans le chat, ou voire même prendre la parole s'il y en a qui en ont envie. Mais la question qui me brûle les lèvres, surtout connaissant, même si, enfin voilà, connaissant aussi tes aptitudes à te connecter, voilà, à être aussi dans des états d'introspection, on va dire. Est-ce que tu as repéré des moments dans le cycle qui sont plus propices à cette connexion à l'invisible, à cet état justement de pause et d'aller capter des messages? Est-ce qu'il y a des moments du cycle qui sont plus propices à ça? Alors, déjà, ce que je trouve super intéressant, moi, c'est la façon dont, par exemple, moi, je médite tellement différemment d'une phase à l'autre. C'est impressionnant. Et du coup, même ma façon de méditer me fait dire, ah, j'en suis là dans mon cycle. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, à regarder. Et pour la connexion à l'invisible, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est pas tant mon enseignement, parce que finalement, il n'est pas forcément très pertinent là-dessus. Mais j'avais discuté avec une personne qui avait été formée par des chamans et qui m'expliquait qu'une des raisons pour lesquelles on acceptait plus difficilement les femmes en période de menstruation, dans tout ce qui était rituel, chaman, etc., c'est parce qu'elles étaient considérées comme ayant plus de connexion avec les entités appelées que les chamans eux-mêmes. Et du coup, ça devenait un problème dans la période de menstruation. C'est comme si on avait un espèce de canal un peu direct, mais c'est assez cohérent, j'ai envie de dire, que ce soit avec le visible ou avec l'invisible. Moi, je sais que dans ces temps où je vais vraiment accepter de me poser complètement, je vais avoir des informations qui vont descendre, quelles que soient nos croyances, qu'on pense que ce soit notre mental qui les fasse ou qu'on canalise quelque chose. Il y a vraiment cette capacité d'ouverture à quelque chose. C'est comme si la membrane était très, très fine entre nous et ce qui se passe autour, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as aussi lu ou entendu, mais moi j'ai souvent trouvé que dans les transmissions comme ça, on dit que les sorcières, donc au sens large, hein, ont leurs règles au moment de la pleine lune, en fait, qu'il y a vraiment un lien direct entre la lune et cette phase du cycle. Et du coup, ça me fait, j'y pense avec ce que tu viens de dire, parce que, bon, sorcière, pleine lune, moment de connexion, et en plus, le moment où justement on a ses règles, donc ouais, ça pourrait Alors en fait, correspondre à ce que tu viens de nous raconter peut-être. ce qui est dit, c'est plutôt, donc on ovule à la pleine lune et on a les règles à la nouvelle lune. Donc ça, c'est ce qui est présenté classiquement. Alors certaines donnent comme explication que c'est la glande pinéale qui est capable de reconnaître la lumière de la nuit. En fait, le niveau de luminosité pendant la nuit. Les études aujourd'hui, qui sont faites sur des personnes qui, bien sûr, ont l'électricité et donc on est incapable de répondre à cette question-là, montrent qu'il n'y a pas de lien entre la Lune, enfin en tout cas les cycles des femmes aujourd'hui et la Lune. Maintenant, à chacune de s'observer. Moi, le seul truc auquel j'ai envie de faire attention là quand je vous en parle, et c'est ce que je transmets aussi dans mon livre, parce qu'il y a un petit chapitre sur la Lune, c'est faites attention au syndrome de la bonne femme. La bonne femme cyclique qui a ses règles à la nouvelle lune, qui ovule à la pleine lune. Alors déjà, bon, pour ma part, je suis l'antithèse de ça. Il faut savoir qu'il n'y a que 13% des personnes menstruées qui ont un cycle de 28 jours. Donc, on n'est pas du tout sur la majorité et il est tout à fait normal d'avoir des cycles qui font un peu plus de jours, un peu moins de jours et tout ça est complètement normal. Et c'est vrai que ce qui me gêne avec cette image un peu d'épinal de l'élu qui saigne à la nouvelle lune, ben, c'est justement qu'il y a les élus et il y a les autres. Et pour moi, toutes les femmes sont absolument magiques et somptueuses dans ce qu'elles sont. Et je ne suis pas d'accord qu'il y ait les élus et qu'il y ait les autres. Donc, je n'achète pas trop, tu vois, ce côté-là. Moi, j'ai une grande connexion à la Lune parce que je l'observe régulièrement et voilà, on se parle, elle et moi. Mais pour ma part, elle n'influence pas mon cycle. Et je ne voudrais pas que, voilà, on se retrouve dans cette notion un peu dogmatique. Moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui avec le mouvement New Age lié au cycle, c'est qu'on amène énormément à penser tout dans une forme de normalité de nouveau, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé du dogme de la linéarité au dogme de la cyclicité imposée.
On peut être tout à fait, moi je vous l'ai dit, c'est des caricatures ce que je vous présente, on peut tout à fait être en mode superwoman le premier jour de nos règles. Et je trouve ça dommage de ne pas l'accueillir comme ça, parce que ça peut arriver. Donc voilà, moi j'ai juste envie d'attirer votre attention sur le fait qu'une fois que je vous ai présenté tout ça, chaque jour c'est à vous de vraiment retourner le regard à l'intérieur et de vous dire, hey, comment je me sens aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, de moi à moi-même. Pas qu'est-ce que mon calendrier me dit que je devrais ressentir, vous voyez. Et ça, c'est essentiel pour moi. Alors moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai un syndrome des ovaires polykystiques qui fait que j'ai des cycles irréguliers et qui m'offre l'impossibilité de planifier en fonction de mon cycle. Mais quand je dis que j'ai de la chance, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que de ne pas pouvoir planifier m'impose à m'accepter telle que je suis chaque jour. Et ce que j'ai appris, c'est juste que je me présente différemment au monde. En fait, ce que je n'acceptais pas avant, c'était d'avoir plusieurs façons de me présenter au monde. Ce que j'ai découvert et ce que je transmets dans Kiffe ton cycle, c'est justement qu'on peut être différente et ne pas pour autant perdre son identité et pouvoir se présenter au monde. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'interviens régulièrement sur scène. Mes interventions sur scène sont prévues 3, 4 mois, 6 mois, 1 an à l'avance. Donc, on est d'accord que je ne sais absolument pas où est-ce que j'en serai dans mon cycle. Je ne vais pas arriver sur scène en disant « Oh, je suis désolée, je suis en mode fatiguée aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse discuter. Moi, je vais aller me poser sur le canapé derrière. » Je ne vais pas faire ça, vous voyez. Donc, c'est pour ça que moi, la planification menstruelle et de se dire, quelque part, le mental reprend le contrôle parce que lui, il sait que je vais avoir mes règles à ce moment-là et donc, il fait tout en fonction d'eux. Ben moi, je trouve ça pas très juste. Je trouve que ça serait beaucoup plus juste de se dire, OK, comment je me sens aujourd'hui et comment, avec ce que je ressens aujourd'hui, je peux réaliser ce que j'ai à faire et aussi accepter de peut-être repousser des choses qui ne sont pas essentielles ou alors au contraire d'en rajouter si je sens que j'ai beaucoup d'énergie. Mais voyez que ce soit vraiment quelque chose de l'instant et pas quelque chose de mental qui a été planifié. Juste avant de passer aux questions, parce qu'il y en a là dans le chat, juste faire un petit partage, c'est que justement, moi, depuis que je connais Gaëlle et que donc j'ai lu son livre et que, comme c'est une passionnée, eh bien, quand on se voit, il y a toujours le mot cycle qui vient dans la conversation. Je sais que du coup, j'ai appris ça aussi sur moi, à observer certains comportements que je peux avoir. Et du coup, des fois, je me dis, ah mais tiens, en fait, ah ouais, c'est marrant, ça tombe à ce moment-là. Alors, S, U, R ou F, mais du coup, de reconnaître en fait des patterns comme ça, des choses qui se répètent. Et c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce regard sur soi-même en fait. Je trouve que ça aide à lâcher la pression, à, à se dire, ben, en fait, c'est OK, je remarque bien qu'à chaque fois que je ressens ceci ou cela, c'est à ce moment-là, ben, en fait, c'est comme ça que je fonctionne, et maintenant que je le sais, ben, je suis plus cool avec moi-même, quoi. Donc, je trouve que c'est très... et je trouve que c'est bien aussi que les hommes s'y intéressent, à la fois ceux qui sont en direct aujourd'hui et ceux qui regarderont en replay, parce que ça permet aussi de mieux comprendre aussi les femmes autour de nous, et puis finalement, même les hommes ont cette énergie féminine, donc peut-être que tu pourras... Bon, il n'y a pas eu de question là-dessus pour le moment, mais peut-être tu pourras dire aussi une petite partie sur en quoi ça peut aider aussi les hommes d'avoir cette compréhension. Bien sûr. Je voulais juste dire un petit mot parce que tu nous as partagé au début de ce live que tu vivais un deuil en ce moment. Et en fait, quand on suit son cycle, quand on accepte les fluctuations du cycle, on est comme entraîné au deuil. Et moi, vraiment, je pense que moi, j'ai passé quelques deuils depuis que j'ai découvert mon cycle et je pense que je les ai passés beaucoup mieux par la compréhension de l'accueil de chaque énergie. Parce que finalement, les règles, bah, c'est aussi un petit deuil du corps. C'est le corps qui n'a pas réussi son projet. Son projet à lui, c'était d'enfanter et il n'a pas réussi. Et c'est ce qui se passe. Et donc, c'est aussi ce qui peut nous amener à avoir des sensations de tristesse. Et voyez, les accueillir dans ces moments-là, vraiment, sincèrement, les accepter, leur faire de la place dans nos vies et leur dire, OK, là, je ressens de la tristesse. C'est pas forcément ma tristesse mentale. Personnellement, je n'avais pas envie de tomber enceinte, mais j'accueille qu'il y a quelque chose en moi qui est triste. Eh bien, cet accueil-là nous permet de nous entraîner quelque part à ce deuil. Parce que chaque cycle, chaque fin de cycle, c'est la fin de quelque chose, c'est aussi le début d'autre chose, mais il y a d'abord la fin à accueillir. Et donc, on peut ressentir ça. Et je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de prendre le temps d'accueillir profondément les émotions qui nous viennent dans ces moments-là.
Merci Gaëlle pour ce que tu viens de partager. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je prenne le relais sur les questions peut-être? Forcément, ouais, je suis assez touchée par ce Bah que oui, tu je me viens de doute. dire. C'était pas mon but Non, de non, générer mais, ça, mais mais je comprends. c'est très joli parce que de toute façon, dans l'école des médiums, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment de découvrir, de se poser des questions sur la mort, sur comment on peut voilà, vivre sa vie pleinement, être pleinement connecté. Donc tout ça en fait partie. Euh, donc merci. Donc je te laisse Je voilà, vais prendre, il n'y a pas répondre de aux souci. questions. Merci. Il y a Anna Maria qui nous disait quand on est ménopausée, est-ce que cela se passe de la même façon ou est-ce que ça s'atténue? Alors en fait, les personnes ménopausées, la sagesse des peuples anciens qui nous ont transmis ça, des peuples racines, nous disent qu'en fait, les femmes ménopausées, elles ont eu toute leur vie cyclique pour être imposées quelque part de passer par ces différentes phases. Et maintenant, elles n'ont plus besoin, elles sont suffisamment sages pour savoir que toutes ces phases apportent à notre vie et que donc il va falloir y passer de temps en temps en les acceptant quand elles sont là. Mais elles ont cette capacité quelque part à elles-mêmes se dire, OK, tiens, là, je sens qu'il y a plein d'énergie, je vais pouvoir y aller. Ah, je sens que je vais avoir besoin de ressourcement, je vais me ressourcer. Et donc, il n'y a plus le soutien hormonal, puisqu'il n'y a plus l'alternance oestrogène, progestérone, petit pic de testostérone. Mais par contre, ce sont des personnes sages, en capacité d'accepter, d'accueillir chaque jour ce qui se présente à elles. Donc, elles sont soumises de toute manière à tous les autres cycles, comme les hommes d'ailleurs, à tous les autres cycles qui se présentent à nous, que ce soit tous les cycles que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, la vie reste complètement cyclique, mais il n'y a plus ce cycle menstruel qui finalement est... Moi, je le trouve très stabilisant, contrairement à l'idée qu'on a voulu nous donner. Finalement, les personnes non menstruées sont beaucoup plus fluctuantes et imprévisibles, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire penser, que les personnes menstruées qui ont une fluctuation qui est soutenue hormonalement. Donc voilà, la ménopause, on devient une femme sage. Juste pour information, on est en train de préparer en ce moment, je le dis parce que j'ai fait 3 tournages aujourd'hui, le sommet préménopause et ménopause qui sera diffusé début novembre. Donc voilà, je vous donne l'information si le sujet vous intéresse. Tu pourras peut-être aussi après m'envoyer les liens, comme ça, sous le replay, je pourrais mettre le lien. Alors, le lien ne sera pas valable, voilà, Oui. puisque là, c'est vraiment quelque chose qui va avoir lieu en direct, mais en tout cas, on pourra comme ça le diffuser au moins pendant cette période. Avec plaisir. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la ménopause, à la préménopause, nous demande Isabelle. Alors, à la préménopause, ça, c'est très, très intéressant ce qui se passe aussi. Petit à petit, au début de la préménopause, alors il faut savoir que la préménopause, elle commence 10 ans à peu près. Alors, ça dépend des personnes, mais elle peut commencer 10 ans à peu près avant la ménopause. Donc, ça fait quand même... Enfin voilà, moi, je commence à rentrer dedans. Ça me fait bizarre, mais c'est vrai. Et on commence par avoir des ovulations qui sautent de temps en temps, ou des ovulations d'un peu moins bonne qualité. Donc, en fait, au début de la préménopause, on va avoir un peu moins de progestérone, ce qui va pouvoir nous amener, par exemple, un syndrome prémenstruel un peu plus fort. Donc, si on est au tout début de la préménopause ou pas encore dedans et qu'on a déjà un syndrome prémenstruel galère, ça vaut vraiment le coup d'aller travailler cet équilibre-là avant d'arriver dans la préménopause, parce que voilà, la petite nouvelle, c'est que ça ne va pas s'améliorer, quoi. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Donc, en fait, on va avoir des ovulations qui vont sauter de temps en temps au début, des ovulations de moins bonne qualité. Et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ménopause, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le cycle va s'allonger, va s'allonger, va s'allonger pour enfin s'éteindre jusqu'au moment où voilà, on n'a plus de cycle pendant 1 an et on considère à ce moment-là qu'on est ménopausé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si jusque-là, dans ta vie, tu avais eu des petites vaguelettes très, très mignonnes, il se peut que tu fasses l'expérience d'un tsunami. Ce n'est pas obligatoire, mais souvent, les vagues deviennent un peu plus fortes, voire beaucoup plus fortes dans cette période de la ménopause et de la préménopause, parce que cette période est très propice aux déséquilibres hormonaux entre oestrogène et progestérone et que une grande partie des désagréments que nous vivons sont liés à ces déséquilibres. Alors, ça, c'est le côté noir des choses. Comment on peut regarder l'autre face de la pièce? L'autre face de la pièce, c'est que c'est une invitation que nous fait notre corps à justement aller faire les rééquilibrages avant qu'il ait plus le moyen de nous dire que ça ne va pas. Parce qu'arrivé en ménopause, finalement, on n'a plus cet indicateur qui est le cycle. Donc, le corps
met le paquet quelque part pour qu'on soit informé de tout ce qui ne fonctionne pas chez nous, de façon à ce qu'on fasse les réglages, parce que on a encore pas mal de belles années à vivre. Hein. La moyenne d'âge de la ménopause, c'est 52 ans. Donc, on a encore pas mal de potentielles belles années à vivre après cet âge-là. Et autant les vivre dans la meilleure santé possible. Donc, on peut voir ça comme une période tempétueuse et tumultueuse, que ça peut être, mais on peut aussi voir ça comme une fenêtre de tir pour rééquilibrer les choses et repartir dans une deuxième partie de vie avec quelque part un corps qui est bien, un véhicule terrestre qui se sent bien et qui est prêt à nous accompagner encore pour de nombreuses années. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe en préménopause. Alors, je regarde un petit peu les questions. Comment donner l'exemple à des jeunes filles de 7 ans en faisant et en écoutant ces belles énergies? Merci Eulalie pour ta question. En plus, ma fille a 7 ans, donc c'est facile pour moi de répondre. Comment on peut donner l'exemple? Et déjà, en faisant, et j'en ai beaucoup parlé avec ma maman, donc bien sûr, je ne lui en veux de rien de ça, c'était son histoire, c'était notre histoire, mais en faisant un petit peu le contraire de ce qu'a fait ma maman, qui me montrait toujours que tout allait bien, que tout était... Enfin voilà, moi, elle me montrait une image parfaite d'Épinal, etc., parce qu'elle était persuadée que c'était ce qu'il fallait qu'elle nous montre. C'est en étant honnête avec nos enfants, en disant que ouais, il y a des jours où je suis fatiguée et du coup, j'aurais vraiment besoin de soutien. Moi, ma fille qui aime faire les pizzas, par exemple, elle sait qu'en général, pendant mes règles, je suis capable de me poser dans la cuisine et d'attendre qu'elle fasse la pizza et je vais juste l'enfourner dans le four. Et voilà, quelque part, de montrer à nos enfants qu'on est des êtres fluctuants et que ces fluctuations sont positives pour nous. On ne les vit pas comme une catastrophe ou comme négatif. Moi, j'en souris avec ma fille, mais clairement, déjà, de commencer par leur parler de nous avant de leur parler d'eux. Et puis d'accueillir aussi leurs propres fluctuations, parce que moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas vraiment le droit non plus de me poser sur le canapé. Comme disait ma mère, il y a toujours quelque chose à faire. Eh bien, ma fille, parfois, elle rentre de l'école, c'est pas tous les jours, mais il lui arrive de rentrer de l'école et d'être un peu fatiguée. Oui, il y aurait le lave-vaisselle à débarrasser parce que c'est sa tâche. Eh bien, si elle me dit « je suis fatiguée, maman », je lui dis « va te mettre sur le canapé » et je le fais. Et puis, si on est toutes les deux fatiguées, on enlève les 3 assiettes qu'il faut du lave-vaisselle. Tant pis si le reste n'est pas débarrassé et personne n'est jamais mort d'avoir eu de la vaisselle sale qui soit restée sur l'évier. Vous voyez, c'est d'apprendre à nos enfants qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'eux aussi ont le droit de vivre. Alors, moi, j'ai un magnète dans ma cuisine qui peut montrer dans quelle phase j'en suis dans mon cycle. Et ma fille a son propre magnète où elle peut dire aussi dans quelle énergie elle se sent. Donc, c'est juste et j'aurais eu un fils, j'aurais fait exactement la même chose. Hein. C'est absolument pas l'apanage des femmes. Et mon conjoint, je l'ai proposé plusieurs fois, mais il me dit qu'il veut un surfeur à la place d'une surfeuse sur le magnète. Et moi, j'ai pas du tout de talent en dessin, donc tant pis, il l'a pas. Mais c'est dommage parce qu'il gagnerait aussi beaucoup à nous dire dans quelle énergie il se sent. Je pense que tout le monde gagnerait à pouvoir présenter aux autres dans quelle énergie je me sens aujourd'hui et comment j'ai aussi envie d'être accueillie dans cette énergie-là, ou alors laissée tranquille, ou alors soutenue. Donc voilà un petit peu comment on peut en parler à nos enfants, je dirais le plus simplement du monde, en étant honnête avec ce qu'on vit et en accueillant ce qu'ils vivent eux. Et voilà. Moi, je méta-communique beaucoup avec ma fille, c'est-à-dire je lui parle de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui se passe. Quand je sens que peut-être dans la période redoutable, je peux être un peu plus en tension, etc. avec elle, je vais aussi l'exprimer. Alors attention, quand je dis ça, pour moi, c'est hyper important, j'en parle dans Kiffe ton cycle, mais c'est jamais... Enfin, notre cycle menstruel n'est jamais une bonne raison pour se déverser sur les autres. D'accord ? C'est pas une excuse. Moi, je ne considère pas ça une bonne excuse de dire à ma fille « Ah bah tu sais, je suis en syndrome prémenstruel, désolée ma cocotte, tu t'en es pris plein la tête, c'est les hormones. » Je suis mais pas du tout d'accord avec ça. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le cycle qui devient le terroriste de la famille. C'est-à-dire que tout le monde doit se mettre au garde à vous derrière le cycle de la chef de famille. Je suis mais tellement pas d'accord avec ça, tellement pas. C'est-à-dire que moi, en aucun cas, ça ne justifie que j'ai été désagréable. Ça peut exprimer ce qui se passe pour moi, mais ça ne m'ôte pas le fait que c'est à moi de gérer mes émotions, c'est à moi de gérer ma façon d'interagir avec les autres, et si j'interagis mal avec les autres, j'abîme la relation. Donc, ça va être à moi de faire aussi une action pour la réparer. Vous voyez ? Je ne me défausse pas sur mes hormones, parce que ça, c'est la grande mode américaine. Elles sont toutes en PMS, comme elles disent. Et alors, du coup, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent allumer les collègues, elles peuvent défoncer tout le monde. C'est « Ah bah, je suis hormonale ».
Non, 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 non. On est responsable de nous-mêmes. Donc, et si on a un déséquilibre hormonal, ou si on a ramassé trop de cailloux, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ok. Donc vraiment, reprenons notre propre responsabilité là-dessus. Hein. Ça n'est jamais une bonne excuse. Maintenant, ça peut expliquer parfois qu'il y a des choses qui partent un peu plus vite, mais ça n'empêche pas de soi à soi-même de dire, OK, là, c'est parti plus vite, mais comment je fais pour que la prochaine fois, ça ne soit pas le cas? Parce que j'ai aucune envie d'abîmer ma relation. Donc voilà, ça, c'était important pour moi de le poser parce que parfois, du coup, en connaissant un petit peu son cycle, on se sent pousser des ailes et obliger toute la famille à être dans telle énergie quand je suis comme ça, etc. Non, c'est plutôt, OK, comment on fait? Nous, on a un foyer de 3 personnes. Comment on fait dans ce foyer avec toutes les énergies? Et si tout le monde est en mode fatigué, c'est peut-être le jour où on va se faire livrer un truc à manger, c'est peut-être le jour où on va se faire juste des pâtes pour toute la famille. Enfin, vous voyez, on va faire vraiment simplement. Et puis, si au contraire, il y a des énergies différentes, la personne qui a le plus d'énergie va prendre le lead et va faire pour le reste de la famille. Mais c'est à composer avec les autres énergies et ce n'est pas parce qu'on est cyclique que notre énergie à nous doit prendre le pas sur le reste. Vous voyez, ça, c'est super important pour moi de vous en parler. Donc, voilà un peu comment on peut en parler à nos filles de 7 ans. Et puis après, c'est de transmettre des choses sur leur anatomie. Moi, je trouve qu'une jeune fille à 7 ans et bien avant, même à partir de 1 an, 2 ans, elle devrait avoir un miroir qui lui permet d'aller voir sa vulve, regarder comment elle est faite. Moi, j'ai offert un miroir et une petite lampe de poche à ma fille en lui expliquant que tout ça, c'était son intimité. Donc, personne ne viendrait lui regarder cette partie-là, mais que si elle voulait la regarder, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait se faire que de pouvoir s'explorer dans un miroir, regarder ça dans son intimité, que ce soit quand elle est dans la salle de bain, que ce soit quand elle est dans la chambre, parce que savoir comment on est faite, se connaître, voir comment on évolue aussi au moment de la puberté et puis ensuite au moment peut-être après nos enfants, peut-être quand il y en a, peut-être au moment de la ménopause, etc. Savoir se connaître et se reconnaître, je pense que c'est essentiel et ça nous a été très peu transmis. Donc voilà ce que moi j'aime transmettre aux enfants. Alors je vais regarder les autres questions du coup. Pendant que tu regardes les questions, je pense que tu le diras pas parce que je sais que tu n'es pas là pour ça, mais moi je le dis pour toi. Je crois que tu as Kiffe ton cycle, c'est pour les adultes, mais je crois que tu as un programme spécial pour les jeunes filles, non? Oui, tout à fait. Il y a un programme qui s'appelle Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles à partir de 10 ans à peu près. Voilà. Donc, merci. Ça, c'est ça. Et l'idée de ce programme, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas de présenter justement ce que je vous ai présenté ce soir, parce que ce que je vous ai présenté ce soir, pour moi, il faut déjà avoir vécu plusieurs cycles et quelque part l'avoir vécu en conscience avant qu'on commence à plaquer des images dessus, vous voyez. Donc, ce que je présente dans Kiffe tes premières règles, c'est vraiment la physionomie, comment on est faite, qu'est-ce qui se passe en nous, comment ça peut venir nous chercher, comment on choisit ses protections périodiques. Enfin, c'est vraiment tous ces trucs-là sans tabou pour qu'elles comprennent vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'elles et quels sont leurs choix là-dedans. Et puis, tout à la fin, je leur parle un peu de sororité quand même et de comment on peut s'entraider entre nanas parce que c'est important. Et j'ai envie de poser une question qui est tout à fait personnelle, mais du coup, je profite. Comment, si on a été soi-même élevé dans ce tabou, justement, c'est rigolo parce que j'ai pas de problème à créer l'école des médiums et à parler de médiumnité, mais par contre, j'aurais du mal à proposer. Bon, j'ai que des garçons, mais voilà, je me dis, voilà, j'ai une nièce, l'idée du miroir, de la lampe de poche, je trouve ça absolument magnifique, mais je ne sais pas si j'oserais, en fait, traverser ce tabou et d'aller voir ma nièce et lui dire, en fait, est-ce que tu t'es déjà regardé? Est-ce que ça te plairait de le faire? Bah, tiens, je t'offre un miroir et une lampe de poche. Quand on a été soi-même élevé dans ce tabou, comment tu proposes de tout doucement d'oser en parler, en fait? Moi, je dirais que c'est de convoquer gentiment, hein, ce n'est pas la convoquer Manu Militari, mais de lui proposer de venir à nous, la petite fille en nous, qui a peur de ce qui est en train de se passer, qui n'a pas été élevée comme ça, qui aurait peut-être voulu avoir autre chose, mais qui n'est pas trop sûre. C'est de reconnaître qu'à l'intérieur de nous, il y a des trucs qui ne sont pas forcément aisés. Moi aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles je métacommunique avec ma fille. Quand elle me pose des questions qui viennent me chercher ou je ne suis pas à l'aise, en fait, la première chose que je fais, c'est de lui dire « Wow !» Alors, c'est pas évident là pour moi.
Et tu vois, c'est aussi d'être vraiment honnête avec ça, de dire, tu vois, là, je suis en train d'écrire un livre pour les jeunes filles qui se base sur Kiffe tes premières règles. Et, et en fait, je propose aux jeunes filles qu'elles puissent aller explorer carrément à l'intérieur pour aller voir où se trouve le col de l'utérus. Et je sais que ça va être dur pour plein de mamans parce que moi-même, j'ai mis des années entre le moment où j'ai su que je pouvais le faire et le moment où je l'ai fait. Donc, j'imagine bien qu'il y en a où c'est encore pire que moi, quoi. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans le livre, bah, c'est ça que je dis, tu sais, ça va peut-être être dur pour certaines adultes qui t'entourent de lire ce truc-là parce que pour elles, c'est totalement inconcevable. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est d'être honnête avec nos enfants, de ne pas faire celle qui... euh, sur lesquels il n'y a aucun problème, aucun tabou, etc. C'est au contraire, tu vois, là, ce que tu as dit, c'est hyper précieux. C'est de dire, par exemple, à ta petite nièce, hey, tu sais, il y a un truc, j'aurais peut-être bien aimé qu'on le fasse quand j'étais jeune, mais ça, à l'intérieur de moi, c'est pas si évident que ça. Et en même temps, c'est un cadeau que j'aurais aimé qu'on me fasse et du coup, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Et d'être honnête sur le fait que c'est ambivalent, tu vois, de reconnaître que voilà, à l'intérieur de nous, il y a une partie qui a envie, il y a une autre partie qui est terrifiée parce que qu'est-ce que ça peut provoquer, qu'est-ce que ça va générer comme réaction des autres adultes. Moi, je me souviens d'une cliente quand j'étais coach comme ça, on parlait de ça. Et puis, elle me disait qu'elle n'avait jamais parlé du clitoris à ses deux jeunes filles, à ses deux petites filles, et donc qui étaient respectivement en primaire et en maternelle. Et du coup, on en parle et je dis, bah, c'est dommage parce que finalement, c'est un endroit qui leur fait du bien. Elles s'en rendent bien compte et puis personne ne leur explique qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, elles sont là. Et donc, elle leur a expliqué dans la semaine. Parce que moi, ce n'était pas une prescription, c'était juste une discussion comme ça. Et en fait, elle est revenue me voir la semaine suivante. Elle me dit, Gaëlle, il y a un truc, c'est que maintenant, je suis terrifiée qu'elles en parlent à l'école à leurs petits camarades et que les mamans viennent me voir en mode, c'est toi qui leur as parlé du clitoris. Et donc, en fait, ce qui la terrifiait, c'était que les mamans, le regard que pouvaient porter les autres mamans sur le fait qu'elle avait osé parler clitoris à ses petites filles, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, le tabou, c'est un consensus social de silence. C'est accepter collectivement de maintenir le silence pour maintenir la société. Mais un consensus social de silence peut devenir un consensus social de on en parle. Et c'est un vrai choix. Et oui, les premières personnes qui brisent ça, mais comme tu le fais avec la médiumnité, bah, ça fait grincer, c'est pas facile, c'est pas toujours évident. Il y a des jours où on assume, des jours où on n'assume pas. Voilà, c'est une réalité. Mais les premières personnes qui brisent ce silence, bah, elles commencent à jeter un pavé dans la mare du tabou et elles rendent peut-être possible pour les prochaines générations d'en parler tout à fait naturellement et de plus avoir ce truc qui vient grincer à l'intérieur. Donc voilà, moi, je propose vraiment d'être complètement honnête sur le fait que bah, nous, dans notre génération, moi, c'est vraiment ce que je dis à ma fille régulièrement. Je dis, mais tu sais, moi, quand j'étais petite, on m'a jamais... Là, par exemple, on parlait de ça hier, elle a fait du yoga à l'école. Et toutes ses petites copines et ses petits copains qui étaient là avec elle en avaient déjà fait du yoga. Et je lui dis, mais tu sais que c'est un truc de fou parce que moi, quand j'étais jeune, personne n'avait entendu parler de yoga et personne n'en avait jamais fait. Et je pense que c'est intéressant aussi de remettre notre histoire dans une temporalité de façon à ce que nos enfants comprennent ce qu'on vit. Donc voilà, si ça répond à ta question, Céline. Et juste pour vraiment faire le parallèle, parce que c'est trop beau, tu me l'as offert sur un plateau. Donc mardi, jour des funérailles, mon petit garçon, le petit dernier, donc 9 ans, qui devant tout le monde, au moment des funérailles, qui dit « Mais maman, du coup, comme tu es médium, est-ce que tu vas voir le fantôme de mamie ?» Voilà, donc en fait, c'est tellement magnifique et tellement beau le cadeau que nos enfants peuvent nous offrir là où nous, on se met des tabous. Et le mot que tu as utilisé, là, le consensus de silence, je trouve ça tellement... parce que je pense que tout le monde a entendu, mais personne n'est venu me poser de questions ou quoi que ce soit. Il y a vraiment eu un genre de blanc. Mais voilà, les enfants, c'est vrai, à la base, ils n'ont pas, en fait, tous les freins que nous, on a. Non, et puis quand nous, on ne les met pas dans la façon de les éduquer, ils les ont encore moins et ça devient encore plus facile pour eux. Mais c'est intéressant qu'ils sachent que bah, nous, il a fallu qu'on traverse quelque chose pour être capable de leur sortir ces trucs-là comme ça, naturellement, l'air de rien. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'être honnête sur ça, sur notre parcours aussi. Moi, mon livre, je l'ai dédié à ma grand-mère, à ma mère et à ma fille parce que je m'inscris dans une histoire.
et que si ma grand-mère n'avait pas, elle, fait sauter quelques tabous, que ma mère derrière n'avait pas fait sauter d'autres tabous et que moi derrière, je n'étais pas en train d'en faire sauter, ma fille n'aurait pas aujourd'hui l'éducation qu'elle a. Et chacun a fait sa part quelque part, comme le colibri. Donc, je pense que moi, j'adore aller parler avec ma mère justement de ça, parce que souvent, elle me dit, oh là là, mais si j'avais su, etc. Je dis, hé, t'as fait ta part. Toi, tu as déjà été exiger la pilule quand tu avais 18 ans ou 16 ans, je ne sais plus, et que ça ne se faisait pas à l'époque, et tu l'as exigé manu militari parce que tu voulais cette liberté sexuelle, tu nous as élevés dans notre capacité de faire des choses aussi. Elle a fait sa part. Et je trouve ça génial de remettre nos enfants dans l'histoire aussi, de ces tabous, de ces verrous qu'on sautait, de peut-être, je ne sais pas pour Céline ou pour vous toutes, qu'est-ce qui, quelque part dans votre éducation, a rendu possible qu'aujourd'hui, vous soyez dans l'école des médiums, même si ce n'était pas que tout était ouvert et que tout était facile, mais quelque part, il y a certainement quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ça a été possible. Donc, c'est plus ça que moi, j'aime remettre en perspective que l'idée que les autres générations n'ont pas fait les choses bien comme il faut, etc. Chacun fait... Enfin, il faut voir que, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on se relie à un endroit entre les médiums et les personnes qui parlent du cycle. Et cet endroit où on se relie, c'est la période de l'Inquisition. Parce que c'était les mêmes personnes qui transmettaient à l'époque les connaissances sur le féminin, sur la santé des femmes, etc. C'était ce qu'on appelait les sorcières. Et c'était aussi elles qui avaient des connexions à l'au-delà. Et en fait, on porte dans nos racines profondes, dans cette mémoire collective, les milliers de meurtres qu'il y a pu y avoir à cette époque-là, et surtout la terreur qui a pu être transmise à ces femmes, de voir peut-être leurs filles être à leur tour accusées de sorcellerie, et du coup bloquer complètement la transmission pour surtout plus qu'il y ait qui que ce soit qui puisse être accusé de ça. Et on se relie à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est comme si tous les verrous s'étaient fermés à cette époque-là, que ce soit pour la connaissance de la santé des femmes et la connexion à ce cycle qui nous invite à fluctuer, ou que ce soit pour tout ce qui est lié à la médiumnité et à l'au-delà et à la connexion. Tout ça s'est fermé à ce moment-là, et nous, on est en train de les réouvrir maintenant. Et c'est normal que ça prenne plusieurs générations. Je te remercie beaucoup, Gaëlle. Je propose que tu prennes peut-être la dernière question, s'il y en a une qui t'appelle plus qu'une autre. Alors, il y a une dernière question, c'est le cas de le dire. Tu évoquais la mission du cycle qui est d'enfanter. Peux-tu me dire sur les femmes qui n'ont pas eu d'enfants par choix? Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que, en fait, la mission de notre corps, quand on est en tant qu'animal, c'est de nous faire survivre et de nous faire enfanter. D'accord? Mais ça, c'est une mission cellulaire, animale. Maintenant, quand on regarde autour de nous aujourd'hui, l'espèce humaine n'est pas en danger d'extinction. Enfin, si, certainement, mais pas parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, si justement, on est doté aussi d'une capacité à penser les choses, et donc aujourd'hui, il n'y a plus de nécessité absolue à cette reproduction. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est heureux que la civilisation nous permette que ce soit un choix aujourd'hui. Et justement, ce cycle, il nous porte pour potentiellement réaliser effectivement le fait d'avoir des enfants. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un gestionnaire de projet. Et donc, quand on n'a pas d'enfants, il y a quels sont les projets dont on a accouché, qu'on a mis au monde, qu'on a réalisé, qui est le projet de notre vie. Enfin, la vie en soi est un projet. On n'a pas besoin d'avoir créé des entreprises, fait des choses, etc., pour considérer qu'on a réalisé quelque chose dans notre vie. La vie en soi est un projet. Donc, moi, j'ai juste envie de dire, le principal, c'est qu'on soit bien avec ce qu'on est et qu'on chemine avec ce qu'on vit, plutôt que de penser qu'il y a une façon de regarder les personnes qui ont des enfants, les personnes qui n'ont pas d'enfants. Oui, le dessein de notre corps est de se reproduire, mais je vous rappelle que, en fait, il a comme beaucoup de retard sur la compréhension de ce qui est en train de se passer sur notre planète Terre, parce qu'il est incapable en fait de jauger ça. Et donc là, aujourd'hui, notre corps qui nous pousse encore à nous reproduire, et s'il n'y avait pas la contraception qui nous pousserait à nous reproduire peut-être beaucoup plus, n'est pas très informé qu'il y a la médecine, qu'il y a beaucoup moins de malnutrition, qu'il y a une espérance de vie qui s'allonge terriblement, et que la population de la Terre ne fait que croître vraiment fort. Donc moi, j'ai envie de dire, faisons nos choix avec nous et avec notre cœur.
Voilà, je pense que j'ai pris la dernière question. Si vous avez encore, moi je peux rester quelques minutes, hein, si vous avez encore envie de même prendre la parole, ouvrir le micro pour échanger, c'est avec grand plaisir. Ah, pour les hommes, je me disais, est-ce qu'on va avoir cette question justement? Pendant que tu prends justement, s'il y en a qui ont envie d'ouvrir le micro, je mets un lien qui sera remis ensuite sous le replay, qui permettent à celles et ceux qui en auraient envie d'aller découvrir l'univers Kiffe ton cycle de Gaëlle. Je le remettrai sous le replay, vous le retrouverez voilà, sur la plateforme. Super. Alors les hommes, les hommes, en fait, ils vont avoir eux aussi des cycles, mais ils n'ont pas de cycle menstruel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 24% des hommes, alors c'est un sondage qui a été fait en Angleterre, qui déclaraient qu'eux aussi, ils avaient un cycle qui correspondait à un mois à peu près. Et donc, 24%, c'est quand même un quart des hommes qui disent, tiens, c'est bizarre, moi aussi, je passe par toutes ces énergies-là dans un mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage on a posé la question à brûle pour point comme ça aux hommes. Ce qui veut dire que si on leur avait laissé le temps de s'observer, il y en a certainement plus qui auraient répondu ça parce qu'ils n'avaient pas forcément pris conscience des choses. Donc moi, j'ai eu souvent des hommes qui m'ont témoigné. Moi, j'ai des hommes qui travaillent avec moi et qui me disent aujourd'hui, je suis en mode redoutable, aujourd'hui, je suis en mode ultra sympa. Enfin voilà. Donc, et qui bizarrement le disent même presque plus que les femmes qui travaillent avec moi aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les hommes, ils sont des êtres cycliques, comme je vous l'ai dit, comme toute la nature. Vous prenez tout le vivant. Il n'y a pas une seule chose dans le vivant qui n'est pas cyclique, ne serait-ce que parce qu'il y a le cycle de vie-mort-vie qui fait que de toute manière, on est cyclique. Et donc, les hommes, ils ont aussi à accueillir leurs fluctuations. Comment vous vous sentez? Alors, moi, je pense que le modèle surf vous permet aussi d'accueillir ces fluctuations-là. Et certes, elles ne sont pas soutenues hormonalement. Donc, la différence majeure va être la difficulté à prévoir combien de temps à peu près vont durer les différentes énergies. Et vous pouvez peut-être avoir l'impression d'être plus fluctuant que nous quand on est soutenu hormonalement. Mais ce n'est pas dit. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer vraiment de vous accueillir comme vous êtes, d'accueillir ces fluctuations, de reconnaître que la société est tout aussi rétive aux fluctuations des hommes que des femmes, même si certains hommes s'y autorisent un peu plus, malgré tout, ce n'est pas toujours évident, et de reconnaître que ces fluctuations, elles servent la vie, elles servent le vivant dans son ensemble. Donc, parce que ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une personne qui, pour une raison ou une autre, n'a plus d'ovaires, est en ménopause précoce. Enfin, en gros, toutes les personnes qui continuent de vivre, continuent d'être cycliques, continuent de vivre des fluctuations. Elles n'ont plus juste le support hormonal de ces fluctuations. Donc, accueillons joyeusement et simplement ces cycles, justement, et acceptons qu'on n'est pas toujours au top. Et c'est aussi bon de savoir que quand ça va moins bien, comme tout cycle naturel, ça passe et ça remonte après. Alors, c'est bien de se connaître et de savoir comment remonter. Ça fait partie de tout ce que je vous transmets dans l'école. Mais c'est aussi bien de savoir que, ok, le but du jeu, c'est pas d'être, pour reprendre ton image, c'est pas d'être en haut de la vague tout le temps, en fait. Non, c'est clair. Et en plus, vraiment accueillir les moments où on descend, ça peut être le kiff absolu. Moi, je vous le dis, moi, je kiffe total sous ma couette de me dire, alors là, c'est mon moment où je fais rien du tout, où je me mets en mode Calimero. Si j'ai envie de pleurer, je pleure, même sans aucune raison. J'ai pas besoin que quelqu'un me fasse du mal ou de me mettre en colère contre qui que ce soit. Je vais juste lâcher les larmes. Et ça aussi, c'est le kiff, parce que c'est aussi la possibilité de recycler toutes les émotions, tous les trucs qu'on a gardés, etc., et de repartir sur une nouvelle énergie. Et moi, je l'ai écrit aussi sur mon blog à l'époque, mais c'est d'oser se laisser couler comme ça à certains moments, parce qu'on a la certitude que la roue tourne et que ça va remonter. Parce qu'on abandonne la peur de tomber dans la dépression, etc. Parce qu'en fait, la dépression, c'est quoi? C'est avant tout d'avoir résisté trop longtemps. Alors que si régulièrement, on accepte de se laisser glisser dans la descente et de reprendre la remontée, on ne tombe pas dans la dépression. La dépression, c'est d'avoir résisté jusqu'au moment où ça lâche. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même énergie que d'accepter ces fluctuations
pour avoir vécu en plus les deux, moi j'ai fait un burn-out, je sais que c'était l'ultra-résistance qui m'amène dans le burn-out. C'est pas ce que je fais aujourd'hui quand je me laisse sous ma couette, parfois jusqu'à midi, tranquille, sans aucune culpabilité, dire je fais rien, juste rien. Et si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et si j'ai envie de prendre soin de moi, je prends soin de moi. Et je sais que ce que j'ai pas fait à ce moment-là, je pourrais le faire à un autre moment, parce que dans quelques jours, je vais avoir beaucoup d'énergie. La plupart des choses indispensables peuvent attendre. Hein. On se rejoint là-dessus aussi. Ce que je vous propose, c'est comme j'aime bien aussi quand il y a des petites mises en pratique après, ce que je vous propose, c'est que dans les jours qui viennent, là, dans le cercle, c'est le nom de notre groupe privé sur Facebook, dans le cercle, là, dans les jours qui viennent, je vous invite, celles et ceux qui en ont envie, de s'approprier cet acronyme SURF et puis de mettre comme ça, tiens, je me sens plutôt dans le S ou dans le U, le ultra sympa, ou etc., etc. Et puis comme ça fera aussi un petit teasing pour inviter les autres élèves à aller voir le replay. Donc moi, en tout cas, je te remercie sincèrement, Gaëlle, pour cet atelier partagé ce soir, pour ta belle énergie. Et puis, j'ai encore appris plein de trucs. Hein. Donc, je vais retourner réviser, relire encore ton livre. Ça va réveiller encore d'autres choses. Donc, merci beaucoup.